Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de La Carte. On était là le mois dernier pour l'UFC 299. Cette fois-ci, on est là pour l'UFC 300. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2 à partir de 1h du matin, les gars. Ever since the beginning, UFC has been all about putting on the biggest events. When we put together these major fight cards, UFC 100! The whole world is watching. This monumental moment is now upon us. He's got the choke. And it's all over! These are the moments that fight fans remember for the rest of their lives. UFC 300 is going to be one of those events that people are never going to forget. With the fighters that we have on this card, this has the potential to be the greatest night of fights in the history of combat sports. It's an excellent fight card from the top to the bottom. 12 current or former champions. The record holder for most career fights and wins. We've got an International Boxing Hall of Famer taking on a two-time Olympic gold medalist judoka. This is a fascinating matchup. Charles Oliveira. Most submissions and finishes in UFC history. The famed BMF belt is on the line. So excited. What a matchup. So many great fights in this card. 2 world titles. The greatest night of fights ever assembled. That's what UFC 300 is going to be. Antoine Simon, Taylor Lapillus, je vous retrouve. Comment ça va ? Ben écoute, ça va très bien. Encore un épisode de La Carte, donc moi je suis content. C'est un événement un peu particulier, peut-être le plus grand UFC de l'histoire, donc très heureux d'être là. Bon, là, pour les démonstrations techniques avec toi, Taylor, on va retrouver Mika qui sera avec toi aussi tout à l'heure. D'ailleurs, il te prend quelques kilos. On va voir ce que ça donne. On a un dispositif de fou parce que dans le studio RMC Sport, en partenariat avec BetClick, regardez ce qu'on a installé. Une cage, une vraie cage dans le studio RMC Sport. C'est un truc de fou. T'as déjà vu ça ou pas, Taylor ? C'est incroyable. J'avais jamais vu ça avant, donc j'ai hâte de tester le grillage, voir s'il est bien fixé, s'il bouge pas et tout. Donc c'est cool. Bon, et vous vous souvenez, pour l'entame de la carte, le mois dernier, pour l'UFC 299, on avait mis des paris en cours entre vous par rapport à vos pronostics. Est-ce que vous savez qui est devant, à votre avis, pour l'instant, par rapport aux 3 pronos que vous avez donnés ? J'avais pas été très bon, moi, il me semble, sur la précédente session. Et bien pourtant, c'est Antoine qui est devant. Pour l'instant, 3 points à 2 pour Antoine. Bon, c'est serré. Il est devant. Il est devant. Et c'est justement ce qu'on va vous proposer par rapport au code BetClick. On vous proposera les analyses et les pronostics de Taylor et de Antoine. On va d'ailleurs parler du premier combat qui nous intéresse, la ceinture BMF entre Justin Gaethje et Max Holloway. C'est parti. Ça y est les gars, on est dans l'octogone. Je sens quand même que c'est beaucoup plus le domaine de Taylor que d'Antoine. Je sais pas, dès que tu arrives dans l'octogone, je te sens un peu moins à l'aise que Taylor. C'est faux. Non, ça va ? Tu le sens bien, toi ? Ouais, je sais pas, c'est Antoine, on le Ouais, sait. bon, c'est pas avec lui que tu vas tourner en tout cas. Les gars, on reparle de la ceinture BMF. Déjà, c'est quoi la ceinture BMF, Taylor, au final ? Ça veut dire quoi, BMF ? Alors écoute, la ceinture BMF, ça veut dire de baddest motherfucker. Donc en français, on pourrait traduire ça comme le plus gros dur à cuire, le plus gros foiré de l'UFC. L'idée, c'est qu'on a Justin Gaethje qui combat en 70 kg, qui a été champion de la catégorie moins de 70 kg, champion par intérim, on s'en souvient. Et Holloway, lui, qui est champion de la catégorie inférieure, celle des moins de 66 kg. Holloway a déjà tenté sa chance en moins de 70 kg, c'était contre Dustin Poirier, justement, c'est pas très bien passé pour lui, on va dire.
Et là, il tente, lui, il est revenu depuis dans sa catégorie des moins de 66, et là, il va tenter une nouvelle incursion dans la catégorie supérieure, donc il aura un désavantage de poids, a priori, et de puissance face à Justin Gaethje, mais à côté de ça, il mérite légitimement de combattre pour cette ceinture BMF. Bon, en tout cas, par exemple, par rapport à cette différence de points, on verra dans la cage ce que ça peut donner tout à l'heure avec toi, Taylor, avec Mika, qui va te rejoindre pour l'espagne. En tout cas, si vous connaissez pas bien Justin Gaethje, Justin Gaethje, c'est le mec le plus spectaculaire du MMA. Il a 35 ans, il a 25 victoires pour 4 défaites, il a commencé sa carrière en 2011, mais il signe à l'UFC seulement en 2017 alors qu'il est encore invaincu à l'époque. À chaque fois qu'il perd, c'est contre des champions ou des anciens champions. Justin Gaethje, c'est ça qui est fort aussi. Ancien détenteur de la ceinture intérimaire, il échoue 2 fois contre Khabib et contre Oliveira pour remporter le titre unifié. Justin Gaethje, il a déjà mis 20 KO et une soumission en carrière. En 12 combats à l'UFC, il a pris 11 primes de $50 000 pour ses fights. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et en face de Justin Gaethje, en plus, il y a un autre garçon que les fans adorent. Il s'appelle Max Holloway. C'est un combattant américain. Il est originaire de Hawaï. Il a 32 ans. Il a été champion intérimaire à l'UFC chez les poids plumes. C'était en 2016. Et champion indisputé l'année suivante. Holloway, il a battu des légendes comme José Aldo. Il a battu Anthony Pettis, Charles Oliveira. Et même ses défaites, c'est face à des grands noms comme Conor McGregor ou Dustin Poirier. Et stade de fou pour Holloway. Il a remporté 13 combats d'affilée dans l'organisation. À 3 combats seulement du record absolu d'Anderson Silva. Donc c'est dire à quel point c'est un combattant qui a marqué sa génération. On parle souvent de la guerre qu'il y a eu à l'UFC 299 entre BSD et Poirier. Là, celui-là, ça peut s'annoncer comme une vraie guerre, Antoine. Oui, parce que la guerre BSD-Poirier, il y avait comme une inconnue. On avait BSD qui est en train de monter, qui avait quelque chose à prouver. Là, on a 2 combattants qui n'ont plus rien à prouver. Les deux ont fait assez de guerre à l'UFC pour qu'on sache exactement à quoi s'attendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'UFC les a mis face à face pour cette ceinture BMF, parce que ça va être une guerre absolue et il n'y a pas moyen que ce soit autrement. C'est 2 styles complètement différents, Taylor, et je pense que la combinaison des deux, ça peut faire un mariage de fou pour l'UFC 300. Là. Ça va être un gros combat. C'est 2 profils de strikers, 2 profils de combattants qui aiment échanger. Garde un peu ouverte pour Justin Gaethje, gros volume de frappe, avec une garde aussi un peu ouverte du côté de Max Holloway. Donc ils vont littéralement se rentrer dedans et se taper. Pour la carte épisode 2 autour de l'UFC 300 et on a le plaisir d'accueillir Michael Marie Sardi de l'US Metro, partenaire d'entraînement Taylor. Ça va les gars? Ouais, ça va, tranquille. Mika en forme? Ça va, ouais, ça va. Ça te dérange pas d'avoir 20 kilos de plus que Taylor et de tourner avec un petit gars comme lui? Moi, je me sens bien, moi. Non, ça te dérange pas, t'es sûr? Ouais, et toi, ça te dérange pas non plus? Moi, j'ai pas le choix, donc. Bon, on va voir ce que ça donne. On est là, du coup, pour vous parler de ce qui va se passer techniquement entre Justin Gaethje et Max Holloway. Antoine, tu as une première clé sur ce combat, c'est que Gaethje devra se servir de ses déplacements pour contrer Holloway en low kick. Montre-nous ce que ça peut donner dans l'action avec Mika et Taylor. L'idée, c'est que chez Justin Gaethje, les low kicks sont une arme maîtresse, on le sait. Et Max Holloway aime beaucoup travailler en enchaînement. Donc l'idée, c'est que quand Holloway va démarrer pour Holloway, un enchaînement... c'est Mika. Voilà, Holloway, illustré par Mika. Gaethje va contrer avec un low kick qui va stopper, a priori, l'enchaînement d'Holloway et il va être obligé de redémarrer derrière. Taylor, du coup, techniquement, comment est-ce qu'il doit les distribuer, ces low kicks? Parce que s'il recule, il est plutôt sur les appuis arrière. Comment il doit se replacer pour bien les distribuer, faire mal? En fait, ce qui est possible, c'est au moment où Holloway va avancer pour envoyer, là, et venir shooter ici. Okay. C'est ça qui va être intéressant, je pense en tout cas. C'est-à-dire que, dans un premier temps, Holloway va souvent commencer sur des coups en ligne. Donc, il commence en ligne, petit step de recul, et je viens shooter un peu à l'extérieur. On va parler de la deuxième clé maintenant, Taylor, concernant plutôt Holloway. C'est vrai qu'il a un énorme volume de frappe, mais justement, en fait, face à un Justin Gaethje qui est hyper offensif, qui donne tout dans son combat, c'est à tout prix, même si ça se rattache à la première clé, éviter les contres. Comment faire pour Max Holloway pour éviter les contres à tout prix face à Justin Gaethje? Le problème qu'on pourrait avoir, c'est qu'on a Max Holloway qui va bosser plutôt en ligne, et on a de l'autre côté à Justin Gaethje qui lui va travailler en crochet, et il travaille. Donc il va avoir une garde un peu dans ce style-là, et il va travailler notamment sur des coups un peu comme ça. Et il n'hésite pas à baisser la tête, surtout au moment où il va envoyer sa frappe et se protéger là. C'est-à-dire qu'il va commencer là et arriver sur ce genre d'action. Et par exemple, il peut même changer de garde sur certaines frappes. C'est-à-dire qu'il va démarrer là, il va rentrer ici et revenir de l'autre côté. C'est aussi un jeu qu'il utilise. Donc il va vraiment falloir se méfier là-dessus, surtout sur ce genre d'action. C'est ça qui est intéressant avec Justin Gaethje, c'est que même si son style a changé, sa mentalité n'a pas vraiment changé. Ouais. Et malgré tout, il continue de prendre des coups, et on a remarqué que quand il prend un coup, d'ailleurs je ne sais pas si tu peux l'illustrer, quand Gaethje prend un coup, c'est là où il a tendance à ouvrir un peu le jeu. Ouais. Et c'est peut-être là où Holloway a une chance d'ailleurs de s'engouffrer, parce que Gaethje va partir à la guerre pendant un bref instant. Jusqu'à ce que son coach lui hurle de revenir en arrière. Maintenant, Taylor, Antoine, faut se mouiller, on passe au prono.
Gaethje contre Holloway, ton pronostic, Taylor? Mon pronostic, je vois Justin Gaethje gagner ce combat-là par arrêt du médecin ou arrêt de l'arbitre dans le round 5. Je pense que le Max Holloway va prendre un certain nombre de dégâts assez importants qui fait que dans le round 5, on va se dire ça suffit, on arrête l'hémorragie. C'est bon, stop, on arrête le combat là. Et du coup, Justin Gaethje gagne. Victoire avant la limite donc pour Taylor, 5e reprise. Antoine, pour toi? Alors, on voit un peu le même combat avec Taylor, sauf que moi, j'imagine très bien un Max Holloway qui ne pourra pas repartir au round 5. Il va terminer le round 4, il va rentrer dans son coin, le médecin va dire non, on le renvoie pas, c'est du suicide. Et donc, je vois arrêt en faveur de Justin Gaethje round 4. On m'a proposé une cote aussi, c'est s'il y a un énorme chaos dans le combat, que Taylor ne fasse pas. Wow! 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 Comme il a l'habitude de faire. Tu crois, elle est à combien la cote pour ça? 128, 130, 140? Très élevé, elle doit être très élevée. Je sais pas. Moi, j'écoute les combats, c'est pour ça. Ah ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bon, bah, en tout cas, on fera les comptes, forcément, dans le prochain épisode de la carte. En attendant, on passe au prochain combat pour la ceinture de moins de 93 kg. Allez, on passe à la catégorie des moins de 93 kilos, les mi-lourds. Antoine, dans cette caté, finalement, il y a eu des énormes stars. Il y a eu John Jones, il y a eu Daniel Cormier. Et finalement, il y a eu un petit trou pendant quelques années, depuis qu'ils sont partis. Et Pereira, il en a profité. Aujourd'hui, c'est lui le champion. Il a fait que 2 combats dans cette caté et c'est déjà lui le champion. Oui, parce qu'il était champion de la catégorie inférieure. Donc quand il monte, bien sûr, on lui offre tout de suite des belles opportunités. Il est champion après 2 combats. Jamal Hill, c'est l'ancien champion d'ailleurs. Pereira a profité de l'absence de Hill pour prendre la ceinture. Et là, il est de retour. Et au niveau du match-up, franchement, c'est très intéressant. Alors Pereira, vous le connaissez pas forcément. Si vous le connaissez pas, sachez que c'est l'OVNI de l'UFC. Il y a encore 3 ans, c'était un inconnu du MMA. Aujourd'hui, il a déjà été champion dans 2 catégories de poids différentes. Pereira, il a aussi été champion du Glory Kickboxing. Il y a affronté 2 fois son meilleur ennemi, Israel Adesanya. Et en 2021, il se met à 100% dans le MMA. Il signe à l'UFC. Et dès son 4e combat, il retrouve le chemin d'Adesanya à l'époque. Alors champion des moins de 84 kilos. Pereira lui prend alors sa ceinture. Il la perdra au combat suivant, mais monte finalement de catégorie pour devenir donc le champion des moins de 93 kilos en battant Jiri Prochazka. C'est fou parce qu'il est seulement le 9e combattant à avoir été champion dans plusieurs KT, succédant à des légendes comme Randy Couture, Conor McGregor ou même John Jones. Jamal Hill, lui, c'est le champion qu'on n'avait pas vu venir. Après quelques combats pro, on le remarque dans les Contender Series de Dana White, le patron de l'UFC, qu'il fait signer dans l'orga. Il enchaîne alors les très bonnes performances et jusqu'à devenir champion des moins de 93 kilos en battant Glover Teixeira. Ça, c'était en janvier 2023. Et depuis, il n'a plus combattu. Il a été blessé au tendon d'Achille. L'UFC a décidé de le destituer de sa ceinture sans même qu'il ne puisse la défendre. Et lors de cette UFC 300, Hill va affronter Pereira, l'homme qui a profité de l'absence du champion pour s'emparer de son bien. Taylor, c'est vrai que c'est une histoire particulière. Et là, on sait que Hill, il n'a pas combattu depuis longtemps. Il va être hyper motivé pour essayer de détruire Pereira sur ce combat. Ouais, c'est un peu particulier et puis c'est même un peu personnel parce que quand Hill devient champion en battant Teixeira, il était là, Pereira. Donc il a vu Hill tabasser Teixeira. Donc du coup, là, il y a une espèce de petite vengeance aussi où il doit... Il y a un bif entre les deux direct. Ouais, il y a un truc. On se souvient du regard qu'il lui avait lancé en le regardant comme son déjeuner et tout. Donc moi, je pense que Pereira, il va venir avec beaucoup d'envie et il va vouloir lui arracher la tête. C'est une opportunité, une aubaine pour lui. Non seulement il peut récupérer son titre, mais en plus, il peut récupérer un peu de la hype de Pereira dans l'histoire et devenir l'homme qui a mis KO Pereira. On va parler de striking entre Hill et Pereira. Normalement, ça va se passer debout. Normalement, ça va se passer avec les poings. Les données de ce combat, c'est que ça va être debout. C'est 2 profils de strikers qui sont, eux, très mauvais lutteurs. Donc, je les vois mal attaquer en lutte. Mais après, tout peut se passer. Mais très sincèrement, je pense que ça va être debout. Il y a juste une petite différence. À mon avis, il y a un peu plus de puissance et de vitesse du côté de Hill et peut-être un peu plus de technicité et d'explosivité du côté de Pereira. La carte épisode 2, on passe au combat des moins de 93 kilos pour la ceinture entre Alex Pereira, l'actuel champion, et Jamal Hill, l'ancien champion de la catégorie. On retrouve Mika. J'ai l'impression que tu as pris 10 kilos depuis le premier training tout à l'heure. Je sens qu'il y a un truc entre vous. Bon, on va voir ce que ça donne. Ce combat chez moins de 93 kilos, Antoine, tu vas nous montrer sur ta première clé. Pour toi, Hill, il faut qu'il démarre très fort, sinon il aura du mal à reprendre le dessus dans le combat. Oui, parce que la force de Hill, on la connaît. C'est un grand gabarit, très rapide, avec une frappe très lourde. Donc l'idée, c'est de profiter du démarrage lent de Pereira pour envoyer. Pereira, il a un très bon crochet du bras avant avec une trajectoire un peu bizarre. C'est-à-dire que là où les combattants vont arriver ici sur leur crochet, lui, il va le démarrer de là. Donc ça ressemble un peu à un uppercut, sauf que ça remonte et ça finit en crochet. Par contre, quand il a tendance à venir là, au moment où il y a un blocage, là, ça va être dangereux.
destruction. Voilà, ça c'est pas bon. qui est Et ça passé. c'est pas bon pour Adesanya. Et le contre Ouais. d'Adesanya magnifique. Et c'est il est KO. C'est-à-dire qu'il a un peu des enchaînements qui ressemblent un peu à ça. Il arrive, boum, et va vraiment falloir faire attention à ce genre de choses où il peut bloquer le crochet de Pereira et rentrer dans l'attaque pour pouvoir le contrer et le mettre KO. Ils ont déjà fait des combats prévus en 5 rounds. Il a l'habitude de quoi, Hill? Généralement, il commence très vite ou alors justement, il a un petit peu de temps pour se mettre en route dans ses combats? Non. Hill, c'est quelqu'un qui termine dès le premier round. D'ailleurs, c'est ça qui a fait sa notoriété à l'UFC. C'est comme ça qu'il a gravi les échelons très rapidement. C'est en finissant tous ses adversaires le plus rapidement possible. Donc lui, la clé du succès pour lui, c'est essayer de terminer Pereira dès le premier, voire le deuxième round. Pour toi, Taylor, il y a une autre clé dans ce combat entre Hill et Pereira, c'est que Pereira, il est plus mobile et du coup, il aura plus d'armes pour gagner debout, sachant qu'on pense que le combat va se passer debout. Donc Pereira, bien sûr, plus technique, plus mobile, c'est-à-dire qu'il a une garde un petit peu ouverte, mais malgré tout, il va travailler ici, il va venir shooter là. Quand il va y avoir une entrée, il est capable de travailler sur ce genre de choses, en décalage. Good because he's. Et surtout, il a plein d'armes de lesquelles il peut utiliser, notamment, par exemple, il va rentrer là, venir chercher ici, et des coups de genoux sautés, comme il a déjà pu mettre lors de son premier combat à l'UFC, où il a mis un KO sur coup de genoux sautés. Bon, on l'a compris, il n'y aura pas de sol. On va voir ce que ça donne au niveau des pronos. Taylor, ton pronostic pour ce combat, ça m'étonnerait quand même qu'il y en ait un qui dise que ça va au bout des 5 rounds. Vas-y, Taylor. Moi, je pense que le champion reste champion, et je vois Pereira round 2. Pereira round 2, donc Ouais. quand même un round pour se mettre en route. Ça, et il puis démarre après, tranquille, je pense qu'il va prendre une ou deux frappes quand même au début, ouais. mais globalement, à mon avis, il trouve le chemin de son menton round 2. Antoine, Moi, par rapport aux forces et aux faiblesses qu'on a mis en avant dans cette carte, je vois Pereira round 1, directement. C'est-à-dire qu'ils vont se rentrer dedans. Et il a tellement d'armes à faire valoir, Pereira, que ce soit en attaque ou en défense, qu'il va finir par le mettre KO et avant la fin des 5 minutes. en tout cas, les gars, c'est noté. On a noté. Pour tous les deux, vous avez le même résultat à un round près. Attention, ça pourra valoir très cher au niveau des points et du classement. On va voir ce que ça donne. Et puis, on va aussi voir ce que ça donne pour le dernier combat qui nous intéresse dans cette carte. Et il s'agit de Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. Dernier combat qui nous intéresse dans la carte, épisode 2. On va parler de Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan avec cette catégorie. Antoine, des moins de 70 kilos, qui est très très riche. Ils sont tous les deux dans le top 5. Clairement, Islam Makhachev, le champion actuel de la KT, il va avoir un œil très très intéressé sur ce fight. Effectivement, parce qu'on a les deux combattants le plus légitimes pour disputer la ceinture. On en a un, Dobronx, qui a déjà été champion, et Tsarukyan qui est en train de gravir les échelons à une vitesse folle. Et aujourd'hui, on se dit, le vainqueur de ce combat sera forcément le prochain prétendant au titre. Charles Oliveira, vous le connaissez certainement, c'est le plus gros finisher de l'histoire de l'UFC. Charles Oliveira, toute sa carrière, il a remporté 21 combats par soumission, un truc de fou, et 10 par KO. Il a pris presque $1 million de récompense de fin de soirée. C'est plus que Justin Gaethje. Oliveira, c'est aussi l'un des plus anciens de leur gars. Il est arrivé en 2010 à l'UFC, c'était il y a 14 ans. Entre 2018 et 2022, il a enchaîné 11 victoires d'affilée. Il est même devenu champion en battant Michael Chandler et défendant sa ceinture grâce à une victoire sur Justin Gaethje, justement. Et puis, il a encaissé sa seule défaite des 6 dernières années contre Islam Makhachev pour la ceinture. Et donc, face à lui, moins connu, Arman Tsarukyan. C'est un combattant arménien, déjà très expérimenté pour ses 27 ans. 24 combats chez les pros, mais pas de chance pour ses débuts dans leur gars. Il affronte Islam Makhachev. Et ouais, ça arrive. Il perd pour la première fois, mais commence derrière une série de 8 victoires sur 9 combats. Donc là, lui, c'est son spot, c'est son moment. Il a le moment de 1, arracher la tête de Oliveira et du coup dire qu'il a battu l'ancien champion, et 2, demander une revanche contre Islam Makhachev. Techniquement, Taylor, raconte-nous un petit peu les forces des deux. On a parlé d'abord rapidement sur Charles Oliveira de ce qu'il est capable de faire au sol. On n'a quasiment jamais vu ça à l'UFC. Bah écoute, j'ai envie de dire, Charles Oliveira, ses forces, elles sont assez simples. C'est son Muay Thai, très bon Muay Thai, style shoot et box. Ensuite, il y a son sol qui est assez incroyable. Il a cette capacité aussi à absorber ses adversaires, c'est-à-dire qu'il va tomber, il va attendre que les gars rentrent dans sa garde et puis il les finalise. Et du côté de Tsarukyan, c'est assez simple, c'est qu'il a un bon striking, mais peut-être un peu moins bon que celui d'Oliveira. Par contre, très bonne lutte en chaîne, très bon scrambling et excellent grappling également. Bon, Taylor, on t'a pas beaucoup vu au sol pour l'instant dans cette carte épisode 2. J'espère que ça va être le cas tout de suite. On retrouve Mika. On est dans l'octogone, 3e round de la carte épisode 2. Antoine, moi pour l'instant je vois 2 rounds à 0 pour Mika, donc il n'y a qu'un KO qui peut sauver Taylor. On va voir ce que ça donne. Bon les gars, on est sur Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. On s'attend à un combat, vu le niveau de lutte, notamment de Tsarukyan, de sol d'Oliveira, on s'attend à un combat qui pourrait aller sur le tapis. Mais finalement, l'énorme surprise pourrait venir
des deux garçons pour qu'on voit un combat debout en striking. Explique-nous ce qui pourrait se passer si c'est ce cas-là qui se produit. Ouais, parce qu'on a deux combattants qui sont très complets, qui savent tout faire. Par contre, on a deux styles de striking très différents. On va imaginer que Taylor fait Charles The Bronx Oliveira, donc un style très Muay Thai, très droit, avec beaucoup de types exactement, de coups de pied, et des bons crochets, un bon jab. Et de l'autre côté, Tsarukyan, regardez, l'espacement de ses jambes. Lui, c'est plus travailler en crochet rapide, très rapide, et surtout, il peut switcher à tout moment sur le striking et la lutte. Ce point de gravité très bas pour Tsarukyan, ça va l'aider aussi en puissance du coup? En fait, ça fait partie de son jeu. Lui, c'est la puissance, effectivement, c'est la rapidité. Et encore une fois, c'est un lutteur à la base. Donc malgré tout, même quand il boxe, il y a toujours cette idée derrière de switcher avec le sol. Taylor, on va passer à ta clé à toi. Si le combat va au sol, je vais vous demander de nous montrer ça, ce que ça pourrait donner au sol. Il y en a un, Charles Oliveira, qui pourrait plutôt l'emporter par soumission, alors que Tsarukyan, d'après toi, ce serait plutôt sur de ground and pound. Montre-nous ce que ça pourrait donner s'ils vont au sol. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Charles Oliveira, il a une technique qu'il a mis au point. C'est qu'au moment où il va être touché, donc Charles Oliveira, je suis Arman Tsarukyan, il touche, voilà, il va tomber. Et en fait, il va pas chercher à se relever tout de suite ou aller faire la guerre. Non, il va accepter gentiment d'être sur le dos et il va attendre qu'on rentre dans sa garde. La plupart des strikers qu'il a affrontés jusque-là, eux vont reculer et vont le laisser revenir debout. Alors que là, on a un Tsarukyan qui, lui, il va y aller dans la garde. Du coup, il va essayer de passer la garde comme ça, passer ici, travailler là, revenir là, travailler sur un bras-tête parce qu'on sait qu'il est un peu sensible sur le bras-tête. Il va reprendre le schéma de Makhachev. Et il va reprendre exactement. Makhachev va montrer le chemin pour pouvoir le finaliser. Donc, il va juste reprendre ce chemin-là, venir ici, frapper par là et revenir en contrôle. Et les armes de Tsarukyan pour justement empêcher la soumission, c'est quoi? Si jamais, s'il y a tentative de soumission pour Oliveira, ce sera quoi les armes de Tsarukyan? En fait, Tsarukyan ne va pas prendre de risque, il va rester dans l'axe. Exactement. On est d'accord? Il va rester dans un axe fort et maximum de dégâts. Et faire des dégâts. Position forte et maximum si de dégâts. lui, il a l'opportunité, soit il essaiera d'aller chercher plutôt des frappes et venir récupérer peut-être un bras-tête et venir finaliser. Tsarukyan ne va pas prendre de risque. Il va rester et il va attendre qu'Oliveira ouvre le jeu pour s'engouffrer dans les failles de sa défense. Le problème, c'est que voilà, là, il fait des choses, Taylor. C'est bien beau, mais je vois mal Tsarukyan placer ça quand même à Oliveira. Parce qu'Oliveira, encore une fois, le bras-tête, ça peut passer parce que c'est une question de force et de positionnement. Et il l'a déjà pris. Hein, et il l'a déjà pris par le passé. Mais tout le reste, Oliveira, c'est quelqu'un qui est expert en technique de soumission. Et lui, surtout, il a des contres derrière Taylor. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'à tout moment, si Tsarukyan, lui, commet une erreur en allant chercher un étranglement, eh ben, il peut être contré également. Il peut être contré. Et on sait que Oliveira, point de vue soumission, a quand même un éventail beaucoup plus large. Bon, en tout cas, même en position avantageuse, t'as pas réussi à finaliser. Attends, si, j'ai finalisé. J'ai mis un bras-tête, j'ai mis un étranglement. Taylor, ton prono entre le sol potentiel et le bon striking d'Oliveira et la lutte très forte et aussi le striking en amélioration de Tsarukyan. Moi, je pense que Arman Tsarukyan va s'imposer dans ce combat-là. Pourquoi? Parce qu'il est plus jeune, il a plus faim, il a les dents longues et surtout, je pense qu'il va réussir à franchir un peu la barrière mentale qu'a Oliveira. On sait que par moment, il a tendance un peu à être un peu friable sur cet aspect-là. Donc, je pense que round 1, on va avoir un échange, mais que round 2, il va réussir à traverser mentalement Oliveira et il va s'imposer. Antoine, pour toi, c'est vrai que déjà c'est un combat en 3 rounds, contrairement au combat dont on a parlé avant. Tu penses que ça va aller aussi vite, peut-être plus vite, peut-être que ça ira à la décision? Qu'est-ce que tu nous dis? Je pense vraiment que Tsarukyan a toutes les armes pour gagner sur ce combat. C'est au niveau du style. Son style s'accorde plutôt bien avec celui de Oliveira. Par contre, je peux pas miser contre Oliveira. C'est impossible. C'est mon gars sûr. C'est mon gars sûr. Et moi, je le vois bien. Je vois bien une victoire d'Oliveira par KO. Quel round? J'imagine le deuxième round, mais ça peut être au premier round comme au troisième, peu importe. Oliveira va le mettre KO. Voilà ce que je vois. Okay. Et en plus, j'ai regardé un peu les cotes sur BetClick et il s'avère qu'il y a une cote très intéressante pour la victoire par KO d'Oliveira. Donc moi, je mise là-dessus. Et voilà pour les 3 combats qu'on vous a présentés dans la carte épisode 2. N'oubliez pas, si vous voulez parier, ça se passe sur BetClick, l'appli officielle pour parier sur l'UFC. Antoine, cette carte de l'UFC 300, déjà sur les 3 fights qu'on a présentés, ça donne vraiment envie, mais du début de la carte préliminaire à la fin de la carte principale, c'est un truc de fou. Effectivement, on vous a présenté que 3 combats, mais on aurait pu vous présenter tous les combats de la carte, 12 champions ou anciens champions, Weili Zhang, Figueiredo, Cody Garbrandt et je ne sais, une carte de folie. Bon, en tout cas, forcément, vous avez l'habitude, Antoine, Simon, Taylor Lapillus, à partir de 1h du matin, je vous laisse le temps d'aller prendre une petite douche, 1h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, autour de Flora Moussi pour l'UFC
300, une soirée de dingue qui vous sera proposée sur RMC Sport 2. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour la carte épisode 2. On se retrouve très bientôt pour le 3e numéro de votre émission. Ciao. She wanna take it all on me. Get buzzed like coffee. Spilling all over the car seat.